Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur ce derby de la Madonnina qui s'est achevé maintenant il y a quelques jours et sur ce match aussi, premier match de la Ligue des Champions entre l'Inter et la Real Sociedad, le match qui fait suite à cette malencontreuse finale de Ligue des Champions perdue il y a quelques semaines. Et c'est le retour du coup de l'Inter en Ligue des Champions plutôt pour en parler, pour en discuter. J'ai évidemment la team de choc, le duo de la team Beneamata, Gualtiero, comment ça va? Ciao Karim, ciao à tout le monde. Bah écoute, toujours un grand plaisir de se retrouver pour parler de la Nostra Inter. Et puis on va pas se mentir, on est dans une bonne conjoncture, donc on va en profiter, même s'il faut pas se sentir pousser des ailes non plus. Et ben, on va parler de cette bonne dynamique, cette Inter qui n'a toujours pas connu la défaite. Et pour compléter évidemment le podcast, on a évidemment Fédé qui est avec nous. Comment ça va, Fédé? Ciao Karim, ciao Gualtiero, bah ça va, comme dit Gualtiero, bonne dynamique, donc on va pas se laisser pousser des ailes, mais c'est toujours mieux d'en discuter quand on enchaîne les bons résultats. Alors, pour vous donner évidemment le programme pour les auditeurs, on va revenir déjà un peu sur ce derby de la Madonnina, mine de rien, parce que on avait fait l'avant-match un peu avec Guillaume Artacini, mais on n'avait pas eu le temps d'en parler en podcast. On va y revenir. On va évidemment revenir sur le match aussi de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Et dans une deuxième partie, on va parler de Marcus Thuram. On va faire un petit focus sur lui parce il nous a bien plu dans le derby et il nous a bien manqué dans ce match contre la Sociedad. Et on va parler aussi de tous les nouveaux joueurs qui ont intégré ce match justement contre la Real Sociedad. Et juste avant de commencer, je vous rappelle, comme à chaque début de podcast, de ne pas oublier de liker la vidéo sur YouTube, de vous abonner aux chaînes YouTube et Spotify, et évidemment de mettre les 5 étoiles sur le podcast à Spotify pour améliorer le référencement, et sur YouTube de continuer évidemment de commenter, partager et liker pour continuer le débat et en commentaire de la vidéo YouTube. Messieurs, on va commencer du coup avec cette première partie, donc avec ce match, ce derby de la Madonnina qui s'est achevé du coup sur le score de 5 buts à 1, avec un doublé de Mkhitaryan, un but de Marcus Thuram, un but de Hakan Çalhanoğlu et Davide Fratesi qui est venu conclure tout cela. Gualtiero, je vais commencer par toi. Derby qui a été gagné avec la manière et avec le score. Qu'est-ce qu'il y a à en retenir de ce match? Bah écoute, ça a été déjà un grand match de football, hein. Un derby de la Madonnina, c'est toujours quelque chose d'assez attendu et le spectacle a été au rendez-vous. Mais c'est vrai que le rapport de force a été, il faut le dire, quand même étonnant. On ne s'attendait pas forcément à ce résultat final là, pardon. On s'attendait peut-être à un match un peu plus équilibré, mais l'Inter a encore une fois, comme on peut dire, notamment sur les derbys de l'année 2023, bah, dominé son cousin milanais avec une efficacité. Je pense que moi, c'est le mot que je retiendrai de ce match, une efficacité retrouvée par rapport à ce qu'on avait pu voir notamment au cours des dernières saisons, les premières d'Inzaghi, une équipe qui assume totalement son plan de jeu, beaucoup plus axée, on va dire, sur la transition sans pour autant être forcément dominée. Donc il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce match et ça a été un message, je pense, envoyé à tous ses concurrents en Italie, mais peut-être même aussi à l'échelle européenne, à savoir que l'Inter, bah, sa bonne saison, notamment européenne de la saison dernière, n'est pas forcément une surprise et qu'elle compte bien se pérenniser là-dessus et se baser là-dessus pour continuer à exister au premier plan européen. En plus, le problème, c'était que c'était un derby qui arrivait tôt dans la saison, au bout de 4 journées. Les deux clubs de Milan qui avaient enchaîné 3 victoires, donc c'était... Même moi, je m'attendais pas que le score il soit aussi... qu'il y ait un écart de 4 buts, je m'attendais plus. Je me doutais qu'on était au-dessus d'eux, mais je pensais pas que l'écart il était aussi élevé sur un seul match. Après, en 2023, Milan, c'est c'est le plus gros qu'on joue plus facilement parce qu'on peut, cette année en 2023, on aurait peut-être même pu les jouer 2, 3 fois de plus. Je pense qu'on les aurait battus 2, 3 fois de plus. Donc, non, on a quand même eu des enseignements après ça. C'est qu'on est devenu un peu plus tueur que la saison dernière. Parce qu'on met 5 buts avec 40% de possession de balle. Donc, ouais, non, ça a été, il y a eu beaucoup d'enseignements du derby.
Ouais, c'est un derby qui mine de rien, déjà tu mets une manita au rival et la stat, ça date, je crois, des années 60, où l'Inter n'avait pas mis 5 buts au Milan dans un derby. Donc 40, déjà, 47 ans, je crois. 47 ou ouais, 48 ans, ils l'ont dit ouais, je crois, ouais, après le ça match. Il y a un truc comme ça. c'était dans les années 60, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est quand même un message un peu envoyé aussi entre guillemets à la Serie A pour montrer tes ambitions aussi par rapport au Scudetto, parce que t'en avais parlé tout au long, enfin, l'Inter en avait parlé tout au long du début de saison, de la conférence d'intronisation de Simone Inzaghi, à la conférence de presse d'avant-match du derby. Donc là, tu as matérialisé toutes tes paroles par des actes. Pour revenir aussi, Gualtiro, sur entre guillemets un fait, bon, on va dire un fait, mais c'est un fait qui s'est répété, on va dire, dans le derby, c'est ce style, on va dire, assumé un peu de l'Inter d'Inzaghi, ces transitions qui ont donné les 4 buts. Un a été marqué sur penalty, où voilà, ça, c'est un peu maintenant la marque de l'Inter d'Inzaghi sur ce début de saison, pas forcément que contre le Milan, mais ça a été des buts qu'on a vu aussi contre la Fiorentina, Cagliari ou Monza. Euh, cette stratégie, cette tactique utilisée, maintenant même assumée, est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, est une bonne chose sur la saison à suivre, ou tu penses que voilà, en deuxième partie de saison, peut-être que les adversaires vont commencer à nous lire et à comprendre notre jeu, et il va falloir encore se réadapter? Aujourd'hui, je pense quand même que ça reste une bonne chose parce que voilà, l'Inter était beaucoup plus à l'aise sur ce style-là depuis déjà plusieurs saisons. On peut le voir, enfin, on peut se rappeler notamment par exemple l'année dernière, je pense à des matchs contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, qu'on est le meilleur exemple, où l'Inter avait inquiété la défense des Blaugrana comme cela. Donc, c'est difficile d'imaginer comment ça va se passer dans 6 mois. Vivons au jour le jour. Et actuellement, forcément que c'est une bonne chose parce que ça évite à l'équipe de forcer le jeu. Et aussi, Inzaghi se retrouve beaucoup plus dans ce schéma-là. Donc, ça lui évite forcément d'avoir des choses un peu plus expérimentales et qui parfois peuvent faire vaciller. Et puis, il faut évidemment noter, bien sûr, que tout cela est permis par le fait peut-être qu'aujourd'hui, Inzaghi a vraiment tout le matériel dont il a besoin et qu'il voulait afin de mettre à bien cette stratégie, parce qu'encore une fois, l'année dernière, il était peut-être encore une fois pour sa deuxième année sur un effectif qu'il avait un peu encore à remodeler par rapport à ce que Conte avait laissé. Donc là, il a, disons, tout le matériel nécessaire pour mettre à bien cette tactique et à l'assumer sur tous les matchs. Et c'est ça le plus important, parce que contre le Milan, c'est comme ça que l'Inter procède depuis quelques matchs maintenant. Mais quand tu vois qu'elle l'a aussi fait contre des équipes entre guillemets plus faibles, comme Cagliari, comme Monza, et que ça a bien fonctionné, bah, ça prouve vraiment que peut-être l'Inter a aussi passé un stade et un cap mental qui va lui permettre d'être beaucoup plus efficace lors de toute la saison. Ça marche en Europe aussi, ce système l'année dernière. Donc, non, puis là, ouais, comme tu disais, c'est vraiment sur ces 3 saisons, c'est la première fois qu'il y a l'équipe adaptée. C'est une équipe pour Inzaghi. Les 2 premières années, c'était quand même des restes de Conte. Il y a bricolé, il n'y avait pas de mercato. Donc là, c'est vraiment la première année où on lui a plus ou moins donné tout ce qu'il voulait. Donc, après, je pense que ouais, c'est un choix d'Inzaghi de jouer comme ça. C'est dans ce jeu-là qu'on est les plus forts. Mm. On n'est pas. Mais je trouve, Fédé, que cette année, je sais pas ce que t'en penses, je trouve que cette année, c'est pleinement assumé. Ou je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait un peu cette volonté au début de refaire un petit peu de possession, avec, tu vois, ce match un peu fou aussi à la Fiorentina où des fois, tu as le ballon, mais ensuite, à un moment donné, tu as compris qu'il fallait mieux aller jouer la transition, tu vois. J'ai l'impression qu'Inzaghi a jamais voulu vraiment assumer ce jeu en transition. Ce jeu, tu vois, quoi, à un moment donné, on avait les 30% de possession, 40% de possession, tu vois. Et là, cette année, peut-être qu'il a eu le déclic, je sais pas trop d'où c'est venu, mais voilà que voilà, cette année, il fallait assumer ce jeu de transition vraiment, quoi. Je pense que son déclic est venu de l'année dernière, les parties Fiorentina-Monza, qu'on dominait, on avait la possession de balle, on avait des occasions, on marquait pas. Et là, je pense qu'à un moment, comme lui, il était en danger, et il s'est dit, il va falloir que c'est tout, j'abandonne la possession. Parce que tu peux pas, il y a des équipes, tu peux avoir des grosses possessions comme City, tout ça, mais nous, l'Inter, je pense qu'à un moment, ça nous limite quand même. Les équipes, ils nous font tourner en rond devant la surface, et les matchs où on n'arrive pas à marquer, ça devient vite des bourbiers, quoi. On a eu Bologne, on a eu Monza l'année dernière. Donc je pense que Inzaghi, à partir du moment-là, il s'est dit c'est tout.
Le beau jeu, les possessions, on va arrêter là et on va faire ce qu'on sait faire le mieux. Et depuis, il a pas changé, il est pas revenu à une possession. Et c'est aussi, je pense, à mettre en corrélation, comme je le disais juste avant, mais il faut le souligner avec l'effectif. Parce que peut-être que Mm. l'année dernière, encore une fois, comme il n'avait pas forcément peut-être la profondeur de banc, pas au niveau qualitatif, mais au niveau des profils qu'il recherchait, bah, il essayait peut-être aussi de varier en utilisant un mode de jeu qui était peut-être plus adapté à certains joueurs. Sauf qu'aujourd'hui, il a aussi passé cette barrière mentale, ce qu'on lui reprochait souvent, hein, nous les Tifosi, la saison dernière. Donc honnêtement, j'ai presque envie de te dire que Inzaghi, avec cette progression personnelle, pourrait profiter à l'Inter en assumant quelque chose de plus, entre guillemets, de moins, entre guillemets, beau, même si ce que fait l'Inter, il faut dire, sur les 4 premiers matchs de championnat, c'est vraiment très sympathique à suivre, mais c'est pas forcément spectaculaire, parce que voilà, tu as aussi peut-être l'idée reçue que le football, aujourd'hui, les grosses équipes doivent forcément être belles à être dominantes en ayant le ballon, être belles à suivre avec beaucoup de jeux de possession, sauf que le football, bah, ça se gagne de différentes manières, et le fait qu'Inzaghi l'ait intégré, entre guillemets, et cassé ce genre de complexe d'infériorité par rapport au football européen en général, je pense que ça peut laisser présager de bonnes choses pour la suite. Donc on va voir un petit peu comment ça va évoluer, mais c'est vrai que pour le moment il garde son style de jeu assumé. Pour revenir aussi sur un autre point, et ça c'est un point qui justement nous a coûté pas mal de points la saison dernière, que ce soit en Europe, mais surtout en Serie A, c'est la défense. Et la défense un peu qu'on a vu notamment lors du derby, point qu'on réabordera sur le match contre la Real Sociedad, mais face au Milan, Fede, on a vu une équipe très solide défensivement. On a vu un bloc équipe, un peu comme Inzaghi le disait en après-match. C'est pas les 3 joueurs ou les 5 joueurs avec les pistons qui ont été très bons défensivement. C'est les 11 joueurs qui ont fait des Ouais, c'est efforts, qui ont l'ensemble fait en le fait. pressing, voilà, le pressing, le contre-pressing, tout ça. Est-ce que depuis le début de saison, l'Inter a encaissé 2 buts, toutes compétitions confondues pour le moment. Est-ce que voilà, tu es surpris, même agréablement évidemment, mais est-ce que tu es agréablement surpris ou quel est l'objectif un peu quand tu vois un peu le secteur défensif de l'Inter, tu penses à quoi? Est-ce que ça c'était surprenant au vu de ce début de saison-là? Ben, déjà le changement de gardien qui était, c'est pas évident de changer de gardien. On avait déjà changé de gardien en plein milieu de saison dernière, là on rechange de gardien en été, donc avec une défense, à la base on partait pas sur Stéphane De Vrij qui allait faire 3 quarts des matchs, on partait plus sur du Acerbi titulaire avec du Bastoni, du Darmian. Mais au final, et encore les 2 buts qu'on prend, c'est 2 buts cadeaux. C'est 2 buts que normalement on doit même pas prendre. Le but, c'est une erreur individuelle de Bastoni, et le but contre Milan, c'est une erreur, c'est Darmian, je pense. Ouais, ça doit être Darmian. Donc c'était 2 buts qui étaient évitables. Donc ouais, moi je suis vraiment étonné de la solidité défensive. Et Sommer, j'avais quand même, c'est vrai qu'après passer après Onana les 8-9 mois qu'il a fait, c'était quand même pas. Et au final, Sommer, malgré que quand tu le regardes, il a pas l'air impressionnant. Mais je sais pas, il dégage une sérénité, donc ouais, non, je suis étonné. Moi, je m'attendais à le but, on le prenne contre la Fiorentina. Je t'avais dit, Gualtieri, je pensais même que ça allait être C'est vrai. ben, et au final, on prend 2 buts qu'on aurait pu éviter de prendre. Donc, on pourrait vraiment avoir. Donc, ouais, non, la défense, je suis vraiment étonné. Bah, je rejoins ce qu'a dit Fédé, hein. Honnêtement, vu ce qu'on a vu tout simplement l'année dernière, on est quand même assez surpris dans le bon sens de ce qu'on voit cette saison. Donc je ne vais pas forcément calquer ce que vient de dire Fed, et je vais avoir une approche un peu plus différente quand même, parce que pour moi, ce qu'il faut noter, c'est la qualité individuelle qui a permis au collectif défensif de s'étoffer tout simplement. Quand tu regardes notamment un début de saison de Stéphane De Vrij qui était un peu en difficulté sur la dernière saison et qui a très très bien commencé, ce qui est lié aussi effectivement encore une fois, il faut mettre en corrélation au plan de jeu beaucoup plus assumé avec une équipe peut-être un peu plus basse, ce qui peut profiter aux joueurs entre guillemets plus lents comme un Stéphane De Vrij qui est beaucoup plus à l'aise avec une défense sans reculer, pas forcément en avançant mais sans forcément trop reculer, même que ça soit à côté de lui un Darmian à droite qui, comme la saison dernière, fait plus que de l'intérim et fait le boulot tout simplement de la manière la plus juste possible. Et de l'autre côté, un Bastoni qui, sur les matchs de championnat, et je précise, fait les matchs de championnat depuis le début de saison, s'est imposé comme le patron
de cette défense, pardon, bah, la somme de ces 3 défenseurs, si tu fais la somme de tout ça, bah, ça donne une défense solide et ça bonifie forcément le collectif et ça bonifie surtout ce qu'il y a derrière. Parce que c'est vrai que changer le gardien, comme l'a dit Fed, c'est pas évident. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'on voit beaucoup moins de Sommer que Onana. Et cela s'explique par le fait qu'il ait beaucoup moins de responsabilités car sa défense est beaucoup moins perméable devant. Donc forcément, cela aide, même s'il faut noter que Sommer a fait quand même quelques parades décisives. J'ai en tête là notamment celle contre Cagliari, même en Ligue des Champions, là, puisqu'on est juste après, il y a eu des parades importantes. Donc ça reste quand même un gardien de qualité. Après, il n'a pas forcément le même profil. Et c'est pour ça aussi que je trouve que la défense répond à ces manques ou du moins à ces changements entre les deux gardiens qui pouvaient potentiellement poser problème à l'aube de la saison. Ah ouais, non, mais ça, par contre, c'est très juste que tu as rajouté Gualtiero par rapport à Sommer qui fait beaucoup moins d'arrêts qu'André Onana. C'est vrai que je me souviens quand même de beaucoup de matchs. Déjà à Lecce, hein, premier match de la saison dernière, Onana, non, c'est Andanovic qui commence. Mais déjà Andanovic prend son lot de frappe. Contre le Torino, Andanovic est encore là, il prend son lot de frappe. Dès que Onana aussi joue contre le Bayern Munich, il prend son lot de frappe. Donc c'est vrai que là, Sommer a été beaucoup moins sollicité et il répond présent. Donc c'était un peu le seul risque que j'avais avec Sommer, c'est est-ce qu'il y a un arrêt à faire dans le match, est-ce qu'il le fera? Bah, mine de rien, il avait fait contre Cagliari et donc contre la Sociedad, il a eu un petit peu plus d'arrêt à faire. Donc on va voir un peu ce que ça va donner ici sur la suite. Pour finir un peu sur le Milan aussi, Gualtiero sur cette équipe et ça nous fera la transition aussi par rapport au match contre la Sociedad. C'est un peu le milieu de terrain. C'est ce milieu de terrain là qui commence à devenir qui sera ou qui pourra devenir le milieu de terrain titulaire. Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, avec évidemment Fratesi qui va tout faire pour essayer de se frayer une place de titulaire dans cette équipe. On a vu un milieu de terrain très dominant aussi face à celui du Milan, même si le Milan avait un peu plus le ballon, mais on sentait que le milieu de terrain de l'Inter avait plus le contrôle du jeu en général. Est-ce que pour le jeu de Simone Inzaghi qu'on voit sur ce début de saison et de la manière dont il veut l'interpréter, est-ce que ces 3 joueurs-là, allez, disons ces 4 joueurs-là, parce que Fratesi, on peut le considérer comme un titulaire, est-ce que c'est les joueurs au profil et au talent, entre guillemets, adéquat avec ce que veut Simone Inzaghi pour ce qu'on a vu sur ce début de saison et ce qu'il voudra aussi sur la fin de saison? Le talent, ils l'ont. Là-dessus, on va pas polémiquer. On l'a vu avant l'Inter, que ce soit pour chacun des 4. Bon, peut-être un peu moins de Çalhanoğlu, même s'il y a une époque plus ancienne en Allemagne, ils faisaient déjà de bonnes choses. Le talent, ils l'ont, il n'y a pas de souci. S'ils sont à l'Inter, c'est qu'il y a toujours une raison. Hein. Là-dessus, on ne peut pas forcément le nier. Mais c'est vrai que ce milieu a été franchement impressionnant à l'image de l'équipe. Mais c'est vrai que ce secteur de jeu est déjà depuis quelques saisons le plus important, j'ai envie de te dire, presque de cette équipe de l'Inter, que ça soit à l'époque déjà avec Brozovic, Sensi, Barella. Ensuite, tu as eu Çalhanoğlu qui est entré dans ce milieu, Mkhitaryan qui est arrivé l'année dernière. Et ce qui est très important de noter, c'est que tu n'as pas forcément de changement stratosphérique dans ce secteur de jeu. À chaque fois, en fait, on est là pas forcément pour le remanier, puisqu'on voit que ça fonctionne, mais le staff est surtout là pour le faire évoluer, que ça soit positif ou négatif, hein, ça peut arriver, mais de pas trop le chambouler non plus, parce que ça reste le point d'équilibre et ça reste un point très important dans le dispositif d'Inzaghi. Alors évidemment, ce qui a changé cette année, c'est le départ de Brozovic et l'entrée de Çalhanoğlu en tant que numéro 6, qui a fait beaucoup parler hein, au sein notamment de la communauté cet été, puisque Çalhanoğlu n'est pas un numéro 6 de base, même s'il a montré l'année dernière qu'il peut s'imposer à ce poste-là. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est très intéressant ce qu'il nous propose si je me fixe sur son cas. Mais ce que j'ai envie de noter surtout, c'est que cette année, l'impression que j'ai personnellement, je ne sais pas si vous la partagez, n'hésitez pas, hein, mais c'est surtout l'équilibre qu'il y a entre les 3 milieux de terrain, parce que j'ai l'impression de voir beaucoup moins un Barella qui est beaucoup plus suppléé par ses coéquipiers au milieu, ce qui permet un peu, pour revenir un peu sur le Milan en face, comme l'attaque du Milan qui s'est un peu démocratisée avec l'arrivée des liés à droite pour suppléer là-haut, bah là j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans le milieu de l'Inter, à savoir que le danger, qu'il soit offensif ou défensif, peut être réalisé par n'importe lequel de ces milieux de terrain. Donc forcément que c'est plus difficile à défendre. Et encore une fois, ça revient à l'idée que collectivement, bah, ça rééquilibre et ça bonifie. Donc ce que je noterais sur ce milieu de terrain, évidemment, bah, c'est qu'il est plus performant aussi parce qu'encore une fois, on revient à la question du système et de la manière de jouer qui a été assumée. Mais au-delà de ça,
je pense surtout que les uns travaillent pour les autres, ce qui permet de créer quelque chose d'encore plus stable que ce qu'on avait auparavant, parce qu'auparavant, dès qu'il y en avait un qui passait à côté, c'était une catastrophe. Alors que là, tu regardes, quand il y en a un qui est moins bien, l'autre peut le suppléer. Du moins, encore une fois, en championnat, parce qu'on a vu qu'en Ligue des Champions, ça a été un peu différent. Mais après, tu parlais de Barella qu'on voyait moins depuis le début de saison. Moi, je pense que c'est surtout dû aussi que Dumfries fait un bon début de saison. Parce que du côté droit, quand Denzel n'est pas bon, tout vient offensivement de Barella. Et là, comme Denzel il fait un bon début de saison, ben, j'ai l'impression qu'on voit moins Barella. Je sais pas, moi, c'est un ressenti que j'ai depuis le début de saison, en fait. Que Barella, on dirait qu'il passe un petit peu au travers, mais au final, il est toujours présent. C'est juste que Denzel, ben, comme il y a moins de déchets techniques en ce moment, on a l'impression que Barella est moins. Offensivement, on le voit moins, alors que quand tu regardes bien les matchs, en fait, comme les défauts de Denzel, il les a un peu, ils sont en ce moment, on les voit pas trop. Ben, pour moi, c'est une impression avec Barella cette année. Je sais pas si vous la voyez comme ça aussi. Ah, c'est toujours une question de suppléer, en fait, tout simplement. Enfin, c'est vrai que Dumfries et les pistons, en vrai, j'aurais peut-être pu limite les ajouter au milieu de terrain dans mon analyse. Mais encore une fois, c'est pareil, hein. C'est pareil, j'aurais pu prendre le cas des pistons également. Mais quand tu en as un qui est un peu moins bien, ou même sur une action qui n'est pas forcément présent, bah, tu as quand même ce milieu de terrain qui peut coulisser pour lui aller occuper l'espace. Et tu vois tout de suite que ton piston, bah, il se replace au milieu de terrain, lui, pour combler ce manque. Et encore une fois, voilà, je pense que cette force collective, il faut la mentionner cette saison parce que tu vois, au-delà même du jeu, dans la cohésion de groupe, tu as vraiment un groupe solidaire. Alors, pas forcément le meilleur. Il y a des choix qui peuvent être contestables, encore une fois, au niveau du recrutement. Mais au moins, c'est une bande de joueurs qui est plus que des joueurs. Bon, je vais peut-être pas te dire que c'est des amis, mais ça reste quand même quelque chose de très important dans la construction d'un club de foot, enfin d'un groupe de football. Et Mais notamment, mais tu sens qu'il y a une maîtrise quand même, collectivement. bien sûr, On va revenir à la Sociedad, mais le match de la Sociedad, tu le joues au milieu de saison dernière, tu reviens jamais. Je pense qu'il y a eu une évolution au niveau de ça aussi. On va faire cette transition avec ce match contre la Real Sociedad. Juste avant de lancer un peu cette partie, on va quand même rappeler la composition d'équipe. Hein. Yann Sommer, du coup, était toujours dans la cage avec De Vrij, pardon, en défense centrale, accompagné de Bastoni à sa gauche et des débuts de Benjamin Pavard sur sa droite. Dumfries est resté le piston droit, tandis que Carlos Augusto a pris la place de Di Marco. Milieu de terrain, Aslani, Barella, Mkhitaryan, avec du coup Aslani qui prend la place de Çalhanoğlu, et en attaque, c'est Lautaro et Arnautovic qui étaient là, qui devaient aller porter le danger devant. Donc c'est vrai que on a eu un match de la Real Sociedad où on s'est fait rentrer dedans, on va dire directement, où on sentait une équipe de la Sociedad assez fidèle quand même à ses principes, hein, même de ce qu'on avait vu contre le Real Madrid, où mine de rien ils vont chercher haut, ils essayent quand même d'établir un pressing, de couper les lignes de passe, de mettre quand même certains joueurs, on va dire d'être physique, hein, parce que un Mikel Merino, mine de rien, même si techniquement c'est un excellent joueur de football, c'est quand même un mec qui physiquement arrive à tenir dans les duels et ne laisse pas sa part au chien, comme on dit. Un Zubimendi aussi défensivement qui a fait son travail. C'est vrai que Gualturo, on a cet Inter qui du coup a énormément souffert contre la Real Sociedad. J'ai envie de dire, il y a 2 ou 3-0 pour la Real Sociedad à la fin du match. C'est clairement pas volé avec les multiples situations et surtout grosses occasions, que ça soit sur la barre, le poteau et sur Yann Sommer, qu'ils ont eu tout au long du match. Ils n'ont pas eu la réussite de leur côté. Après ce derby, c'est vrai qu'on s'attendait peut-être pas une victoire tranquille face à la Sociedad, parce que clairement on parle d'un gros, même s'ils étaient, je crois qu'ils étaient chapeau 4, donc on parle quand même d'une équipe difficile à jouer, peut-être le chapeau 4 le plus difficile avec Newcastle. Comment t'expliques toi cette première mi-temps, j'ai même envie de dire un peu ces 60-70 premières minutes du côté de l'Inter où ils se sont fait rentrer dedans un peu tout au long du match? ça a été tout simplement, je pense, une belle leçon d'humilité. Peut-être que l'Inter est arrivé avec un peu trop de confiance et ça nous a permis, ça permet à l'Inter de redescendre un peu de quelques étages et de se dire qu'il ne faut pas forcément se baser sur ce que tu as fait sur ce début de saison et que tu restes forcément friable et que tu as encore des défauts. Et ça a été le cas face à, j'ai envie de le noter, franchement, pardon, une très très belle équipe de la Real Sociedad. Honnêtement, le boulot que fait Alguacil
et tout le board dans ce club depuis quelques saisons est assez remarquable. Et ça s'est encore une fois montré mercredi soir, pardon, avec une équipe qui tout simplement est rentrée dans le jeu de l'Inter et j'ai envie de dire et a fait tomber l'Inter dans son propre jeu. À savoir une équipe qui est venue chercher l'Inter très haut, qui a forcé même parfois, et ça a été intéressant, l'Inter a gardé le ballon. Et je persiste en disant que l'Inter avec le ballon, c'est pas forcément la meilleure équipe du monde, et ça s'est avéré, hein, parce que l'Inter en possession stérile, j'ai eu l'impression de revoir un peu le Milan contre l'Inter quelques jours avant lors du derby, à savoir une équipe qui force son jeu, qui essaye de passer en attaque placée, mais sans réussite, parce que tu n'as pas forcément les automatismes et tu n'es pas forcément programmé pour ça. Donc je pense que cette contre-performance de l'Inter, elle vient avant tout de ce qui a été proposé par les locaux, à savoir contrer l'Inter sur ses faiblesses, et ça a été le cas, et ça persiste sur le fait que l'Inter doit continuer à avoir ce jeu de transition. Et après, forcément, c'est vrai aussi qu'il y a eu des performances individuelles qui ont posé problème. Oui, je peux le dire sur le match. Après, c'est pas forcément alarmant pour le Sud. Il faudra avoir dans la continuité. Il y a quelques changements qui avaient été opérés par Inzaghi qui, pour moi, je trouve, étaient plutôt cohérents et ça permettait à certains aussi d'intégrer complètement le groupe en étant intégrés tout simplement plus que dans la rotation, dans les 15 hommes, 16 hommes qui sont le plus présents. Je pense notamment par exemple à un Pavard qui a fait ses débuts, qui a été plutôt solide défensivement. Après, avec le ballon, c'était un peu plus compliqué. Aslani, c'est peut-être la déception. Après, je pense que c'était quand même intéressant de l'avoir par preuve de confiance. C'est le vice numéro 6. Donc c'est à lui de jouer si Çalhanoğlu est absent. Tu as eu Arnautovic devant, qui était le troisième attaquant qui rentrait quasiment systématiquement, qui a lui aussi montré quelques limites. Et la seule interrogation que tu pouvais avoir, selon moi, c'est à gauche, le Carlos Augusto qui remplaçait Di Marco pour faire souffler un peu, puisqu'on on va enchaîner les matchs tous les 3 jours. Et c'est vrai que Carlos Augusto découvrait le très haut niveau, mais il s'est plutôt, par rapport aux autres nouveaux, entre guillemets, il s'est quand même montré de façon un peu plus positive. Donc c'était des turnovers qui avaient besoin de faire et ça permet aussi à Inzaghi d'avoir une idée sur quel joueur aligner lors de quelle compétition. Voilà, il y a quelques joueurs, je pense qu'on verra surtout en Serie A et d'autres pas forcément en Champions League. L'Inter revient très loin, l'Inter a assuré l'essentiel quand même, aller prendre un point là-bas, on va pas se mentir, ça relève quasiment du miracle, hein. Une frappe cadrée, un but, une frappe je crois même, ou deux, un but, donc on va pas se plaindre et ça montre encore une fois que l'Inter a peut-être passé un step, entre guillemets, être un gros, à savoir qu'il lui en suffit d'une pour faire mouche face à une équipe un peu plus faible sur le papier, mais qui a joué et a proposé du très beau football devant son public. Donc tout ça explique un peu cette contre-performance, on peut le dire quand même au niveau de ce qu'on a vu. Après, il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme, ça va permettre de faire des réajustements, je pense. Moi, je n'appelle même pas ça une contre-performance, parce que déjà, tu arrivé, tu avais le public à chaud. C'était bien. Donc, les joueurs survoltés par leur public, c'était sûr que ça sentait le match traquenard. Mais ce qui est, tu vois, à la fin, quand tu rajoutes, ouais, c'est le truc des gros de savoir marquer sur sa seule occasion. Mais je pense que même Lautaro, du coup, on peut l'ajouter dans l'équation parce que Lautaro, c'est pareil. Il y a des matchs comme ça, il t'en aurait loupé 3-4. Là, il y a eu sa seule occasion, il marque son but. Donc, je pense que même au niveau de Lautaro, l'équipe au niveau compétitif, on a quand même passé un gap. Beaucoup plus méchante. C'est pour moi le terme tueur. Qui manquait à l'Inter, c'est ça exactement. Parce que Karim disait s'il y a 2-3-0 à la fin, même s'il y a 2-0 à la mi-temps. Et juste après, en début de deuxième mi-temps, il y a un moment, s'il n'y a pas de VAR, on est à 10. Et il y a toujours un 0. Donc, il y a quand même eu après, de toute façon, tu l'as vu en deuxième mi-temps, dès qu'il y a eu les changements. Mais ouais, ce que tu disais sur certains joueurs qui seront là, comme là, Arnautovic, tu sais qu'en Ligue des Champions, il ne mettra plus titulaire. Arnautovic, il débutera des matchs en Serie A, mais en Ligue des Champions, tu verras que tu le verras plus titulaire. Mais Fédé aussi, par rapport du coup à ce qu'on a vu et aux problèmes un peu qu'on a vu face à l'Inter, moi j'ai trouvé, alors ils ont un peu varié leur manière de contrecarrer l'Inter. C'est vrai ils ont coupé entre guillemets les lignes de passe principales, notamment Mkhitaryan qui subissait un peu une individuelle par rapport, ça s'alternait entre Merino et Zubimendi pour aller avoir, mais on était un peu sur du pressing de l'individuel, et c'est vrai que même quand Inter d'Inzaghi jouait comme ça, parce que c'est pas la première fois que Inzaghi joue de cette manière comme depuis le début de saison, et une équipe qui nous faisait pas mal de mal dans ce cas-là, c'était l'Atalanta, parce qu'elle fait du pressing individuel, du marquage individuel
sur les joueurs, sur tous les joueurs et sur tout le terrain. Et là, on a vu que la Sociedad, alors, elle n'a pas fait sur tous les joueurs, sur tout le terrain, mais ils ont une ligne de 4 au milieu, Merino, Zubimendi, Bryce Mendes, et Takekubo, si on peut le prendre dedans, entre guillemets, on peut prendre Barrenechea du côté gauche qui pouvait aussi s'intégrer. Et du coup, ils étaient souvent à 3 contre 3. Et des fois, il y a un quatrième milieu de la Sociedad qui venait aussi pour couper certaines lignes de passe. Et, euh, et voilà, les longs ballons n'ont pas été, ont pas pu marcher. C'est aussi par rapport justement à ce que l'Inter, voilà, a mal fait. Mais on parlera quand même d'un point positif un petit peu après. Mais pour revenir un peu aussi sur les mots qui sont pas allés, c'est vrai que la Gazzetta un peu et les journaux en Italie et l'Italie un peu en général, c'est peut-être un peu enflammé avec les 22 titulaires que l'Inter devait avoir à la fin de son recrutement. Alors sans dire évidemment, on va pas sur un match remettre tout en cause et tout le banc c'est pourri un peu comme l'année dernière, loin de là. Mais on a senti des nouveaux joueurs qui ont quand même réussi leur match comme Benjamin Pavard. On peut mettre la deuxième mi-temps de Carlos Augusto. On a senti des joueurs en très grande difficulté comme Aslani qui avait pas encore entre guillemets les épaules pour gérer, pour contrecarrer un pressing comme la Real Sociedad et on a pu le sentir. On avait aussi Arnautovic qui est passé totalement à côté de son match et normalement le profil de jeu qu'il a aurait pu nous aider mais ça ne l'a pas fait. Et c'est d'ailleurs c'est un tweet aussi de Daniel Emery. Finalement l'Inter a pas vraiment 22 titulaires, peut-être elle en a 13, 14, 15 et c'est déjà pas mal mine de rien pour cette équipe. Inzaghi, du coup, est-ce qu'après ce match, tu penses que il va faire de nouvelles évaluations sur les prochains matchs à venir de Ligue des Champions par rapport à comment il voit peut-être certains joueurs, ou est-ce que tu penses qu'il se dit bon là c'était peut-être aussi collectif, certains joueurs, j'ai fait un peu trop de changements d'un coup, mais si ce joueur je le remets dans un contexte plus adéquat, peut-être qu'il pourra performer. Tu penses qu'il le voit comment un peu Inzaghi après Moi, je ce pense match de Ligue des que Champions? déjà après, pour Arnautovic, il y a quand même, on s'est fait manger au milieu de terrain. Donc pour des attaquants, c'était quand même Lautaro. Il y a 2 ballons dans le match, donc c'est pareil. Ils n'ont pas été. Ouais, Arnautovic, je pense qu'il retentera en Ligue des Champions. C'est même Aslani. De toute façon, c'est pas. Mais peut-être pas titulaire. Il sait qu'il fera rentrer, bon, après, je pense qu'il y a certains joueurs, Aslani, le carton jaune qui prend vite, ça lui pète un peu son match parce qu'après, il peut plus vraiment intervenir comme il veut, sachant qu'il est déjà sous la menace d'un jaune. Ouais, pour Arnautovic et Aslani, je pense que le contexte n'a pas aidé non plus. Bah, après, encore une fois, peut-être que je me répète un peu, mais je pense aussi que ce match, il a des côtés bénéfiques parce que s'il n'avait pas fait très tôt, pardon, s'il n'avait pas fait ces changements très tôt, peut-être qu'il n'aurait pas forcément pu évaluer et situer la position de certains joueurs sur les compétitions maintenant. Et ça aurait pu nous coûter plus cher plus tard. Donc c'est limite une aubaine qu'il les fait maintenant. Et puis ça permet aussi, même si tu fais pas une bonne performance, de dire que tu te sens forcément intégré. Enfin, l'exemple le plus marquant pour moi, ça reste, et je l'ai dit, c'est Aslan, parce que tu as un David Classen qui est arrivé aussi, pourquoi pas, pour remplir ce rôle de second numéro 6 ou du moins couteau suisse au milieu de terrain partout dans les compétitions européennes où il a beaucoup d'expérience. Mais là, tu accordes quand même ta confiance à un jeune joueur. Bon, il faut dire, il a fait un mauvais match. Comme Fede l'a dit, il n'a pas été avantagé par le contexte, notamment avec son carton jaune très tôt. Mais ça n'enlève pas que lui, dans sa tête, bah, en sortant, il se dit quand même qu'il est intégré, qu'il n'est pas forcément à l'écart dans ce groupe, alors que tout aurait présagé avec les recrues au milieu de terrain et les changements, qu'il aurait pu être un peu loin dans la hiérarchie. Donc là, je prends l'exemple d'Aslan, mais ça vaut un peu pour tout le monde, aussi pour, entre guillemets, les Mais mettre dans le bain. Aslani, c'est plus un changement qui s'est imposé à Inzaghi qu'un changement que lui a voulu. Parce que je Oui, pense à Cannes dispo, c'est lui qui était titulaire. Aslani, il aurait été titulaire contre oui, Empoli. oui, bien sûr, mais rien ne l'aurait empêché de mettre Classen à la place et Bah, d'accorder Klaassen, sa confiance à l'expérience. Classen sait jouer numéro 6. Il sait jouer ouais, tous mais les postes au milieu de terrain. Klaassen, il n'a pas joué, il y a pas Klaassen, c'était un peu compliqué de le mettre au niveau de sa condition physique. Ah, je sais Après, pas, parce que je sais même, pas s'il a fait la prépa avec l'Ajax ou j'en sais, ouais, tu mais vois, c'est même, tu ça. vois, il aurait pu, même pu, Si, je te dis si, n'importe quoi. il a joué avec l'Ajax, il a joué avec l'Ajax, après il a fait la prépa avec l'Inter et physiquement. En fait, le seul problème avec Classen, ça va être un peu en fait, à chaque match, tu vois, contre Empoli, ça, bon, peut-être Il va Tchernobyl va falloir jouer, mais en les fait, à chaque, incorporer, hein, c'est comme oui, Pavard, enfin, hein, faut les non, non, incorporer. mais
Oui, mais pas grave, enfin, c'est différent. Klaassen, en fait, on va toujours être, vu que c'est le dernier arrivé, et en plus il est arrivé à la deadline day, on va toujours être en mode, ouais, mais il a pas d'automatisme avec les joueurs, tu vois. À un moment donné, oui, bah, va falloir le lasser dans le grand bain. Il va avoir un premier match compliqué, je pense, parce que voilà, quand même, même que ce soit en Red Serie A en Ligue des Champions, même si ce serait plus logique de le lancer en Serie A, il y a Empoli, c'est Solo, Salernitana qui arrive, donc il y a des matchs. Donc à un moment donné, voilà, Klaassen, il va falloir aussi le balancer à l'eau un jour. Mais c'est vrai qu'il a fait le choix d'Aslani. Pour, euh, pour, C'est euh, ça. pour, pour, euh, pour aussi une question d'Astani qui est là depuis un an aussi, mine de rien. Il a certains automatismes et tout, mais c'est vrai que il y a eu des choses qui sont moins bien passées. On va quand même faire ce petit point positif et ça va nous amener encore vers notre troisième partie sur Marc et sur Ram. C'est vrai que mine de rien, tu l'avais dit, Gualchiro, même s'il y avait même si la Sociedad aurait pu gagner 2 ou 3-0, bah déjà ils ont pas fini, ils ont pas conclu leurs occasions et surtout voilà ce que disait Fede aussi, ce match l'année dernière, c'est sûr tu le perds 2-0, 3-0 et tu plonges la tête dans le seau et tu replonges dans ta mauvaise dynamique un petit peu. Et là, voilà, tu te bats jusqu'au bout, tu tiens, tu résistes, tu mets ce but avec Lautaro Martinez qui sort entre guillemets, j'allais dire un petit peu nulle part, parce que c'est une frappe de Fratesi. C'est un peu la mode ces derniers temps à l'Inter, c'est un joueur frappe, mais il dévisse très mal, enfin il dévisse énormément et un joueur sur la trajectoire de la frappe le reprend. Mkhitaryan l'avait fait sur la frappe de Di Marco, là c'est Lautaro qui le fait sur la frappe de Fratesi. C'est vrai que Fede, on a senti quand même une réaction sur cette fin de match et l'Inter qui arrive quand même à sortir de la Real Arena de San Sebastian avec un point. Ça, c'est quand même le gros point positif où on se dit, l'Inter, une occasion, vraiment la seule occasion du match, bah, tu arrives à marquer dessus, tu prends un point. Benfica a choqué dans son match contre Salzbourg en perdant. Donc voilà, tu peux continuer à avancer dans ton parcours et espérer des bons résultats et espérer toujours cette première place. Donc c'est vraiment le mental et cette capacité de finisseur qu'il faut retenir, Fede. Ah ouais, bah, de toute façon, c'est dans des matchs comme ça, de toute façon, on dit toujours, il y a des quand tu sais pas, quand t'arrives pas à gagner, il faut éviter de perdre. Bah, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est un match que normalement tu dois même pas repartir. C'est un point peut-être au final qui va jouer dans la qualification parce que maintenant que Benfica a perdu son premier match, ça va. Tout le monde disait que c'était un groupe facile. Ouah, Sociedad, Salzbourg, ça reste quand même des équipes compliquées à jouer, hein. Surtout que là maintenant Benfica il a mal commencé, ça les met aussi dans une situation compliquée. Ouais, tout le monde y pensait que le groupe il était facile. Ouais, non, ça va. Moi, je pense que le point arraché là, il vaudra peut-être son pesant d'or au soir de la sixième journée. Et puis encore une fois, ça rejoint, pour revenir un peu plus sur le match, ça revient encore une fois à l'idée que j'ai donnée au tout début du podcast, à savoir le changement que tu as par rapport à l'année dernière, je le répète, mais c'est cette efficacité. Et là, avec ce match contre la Real Sociedad, ça montre que cette efficacité, ce côté un peu plus clutch, entre guillemets, bah, tu peux l'avoir dans n'importe quelle physionomie de match. Parce que contre le Milan, tu domines, entre guillemets, cette équipe du Milan, tu la tiens tactiquement. Mais tu arrives quand même Hum. à finir sur les quelques spots. Mais là, c'est le contraire. Là, c'est toi qui balbuties ton football, c'est toi qui te fait, et il faut se dire, qui te fait rentrer dedans. Tu t'es fait rentrer dedans par cette équipe de la Real Sociedad qui, je le répète, a sorti une prestation quasiment parfaite. Mais tu arrives quand même à trouver les ressources et à trouver même la capacité mentale de dire que tu peux encore faire quelque chose dans ce match sur une seule occasion. Donc ça, honnêtement, cette hargne, cette mentale tout simplement que l'Inter nous montre sur ce début de saison dans toutes les situations, bah, ça peut que nous rassurer sur la suite, notamment quand tu mets en parallèle par rapport à l'année dernière, où c'était un peu le contraire. L'Inter semblait un peu lâcher ses matchs dès que ça semblait compliqué. On parle de ça, de ce match nul 1-1, mais mine de rien, bon, j'ai dit on le marque tôt le but, entre guillemets, dans la fin du match, tu vois, il reste encore du temps pour truquer, pour encore chercher une victoire. Mine de rien, alors je dis pas que tu as les occasions, mais tu as certaines situations, si elles étaient un peu mieux négociées, tu aurais pu faire pour moi le braquage de la première journée de Ligue des Champions et Bien sûr. de très loin. En repartant avec 3 points d'Anoeta, bon, à Real Arena, mais bon, moi je préfère Anoeta, appeler ce Anoeta. stade Anoeta, voilà, désolé, la Real Arena, mais on appellera ça Anoeta. Mais voilà, tu repars quand même de San Sebastian, si tu repartais de San Sebastian avec 3 points avec cette prestation, moi franchement, j'aurais été critique sur
tout le match, on s'est fait manger, on a pris une leçon de football pendant 70 minutes. Mais moi, à la fin, j'aurais aimé ce match parce que je me suis dit, punaise, un match pourri, t'arrives quand même à prendre les 3 points. Et c'est pour ça que, moi, dans mon analyse un peu d'après-match, je suis pas aussi dur que ce que j'ai pu entendre, même si, moi, je comprends tout à fait ceux qui sont durs sur ce match parce que, voilà, l'Inter qui prétend au Scudetto, moi, je comprends tout à fait leur position dure, mais moi, alors pourtant, j'ai été dur avec Inzaghi la semaine dernière, mais je trouve que cette hargne mentale et cette capacité de résilience qu'on a vue à la fin du match, je trouve que c'est encore un bon signe pour la suite de la saison et c'est quelque chose qui va énormément nous servir. Maintenant, il va falloir le prochain match face à Benfica faire le boulot. Je te laisse finir, Gauthier, sur cette partie Ligue des Champions Real Sociedad et on va entamer le sujet de Ticus. Ouais, justement, je voulais terminer en disant que aussi, il faut noter que cette fin de match, comme tu le dis, était plus à l'avantage de l'Inter qui avait repris le dessus mental. Et justement, quand tu analyses le comportement de cette Real Sociedad après l'ouverture du score, c'est vraiment un coup sur la tête. Hein. Pour eux, c'est limite horrible, hein, tu as envie de dire. Tu vois qu'ils ont commencé à être vraiment pas bien et à lâcher. Et justement, j'ai repensé à l'Inter il y a quelques saisons, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Moi, je me rappelle Oui. notamment les matchs à domicile contre le Barça, contre le Real Madrid, où tu penses pouvoir les tenir et finalement, tu te prends un coup sur la tête. Et à l'image de la Real Sociedad, alors tu n'as pas craqué. La Real Sociedad n'a pas craqué mercredi, mais a lâché. Tu sens qu'elle était beaucoup moins productive et beaucoup moins efficace. Et l'Inter a profité de ça, je le rappelle, avec des changements qui avaient été opérés. Parce que tu as aussi, on n'a pas noté l'entrée d'Alexis Sanchez qui a été très bonne, etc. Et d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, je pense, et parce que je ne l'ai pas mentionné avant, mais je pense aussi, je l'avais indiqué quand j'ai fait le match en live de mon côté, que ces changements faits par Inzaghi en Ligue des Champions, c'est peut-être aussi un indice sur ce qu'est la priorité de l'Inter cette saison. C'est, je pense, un secret pour personne, mais là, ça se concrétise dans les faits. On va passer du coup à cette troisième partie sur Marcus Thuram. Alors je voulais parler quand même des 2 matchs de Marcus Thuram, même ce match contre la Sociedad, entre guillemets, on va rassembler les deux dans une seule et même partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est impressionnant un peu avec ces 2 matchs, c'est qu'on a vu les qualités de Marcus Thuram quand il était sur le terrain, et on a aussi vu un peu pourquoi Marcus Thuram était indispensable déjà pour cette équipe après 5 matchs toutes compétitions confondues pour l'Inter. Fede, Marcus Thuram qui nous sort un gros match notamment sur le derby et qui même déjà fait un gros début de saison. La Fiorentina il marque, contre Cagliari fait la passe D, Monza on commençait déjà à avoir des prémices, un peu ce qu'on voyait déjà en préparation. Donc là c'est vraiment la définition un peu de monter en puissance. Une bonne prestation contre Monza, une passe décisive contre Cagliari, un but contre la Fiorentina, un but contre le Milan et la grosse prestation qui va avec, et en plus le côté spectaculaire du but. Et contre la Real Sociedad, on a vu son absence. Qu'est-ce qu'elle provoquait? Alors c'est vrai que on pourrait me dire que il y a l'absence de Marcus Thuram, mais il y a aussi la qualité peut-être des remplaçants. C'est pas totalement faux. C'est vrai que si tu avais un Edin Dzeko avec quelques années de moins ou un attaquant comme Taremi, enfin voilà toutes les pistes qu'on avait vues un peu cet été qui étaient remplaçants, peut-être que son absence se serait fait un petit peu moins ressentir qu'avec le match d'Arnautovic. Fede, un peu, qu'est-ce que tu en penses? On va globaliser un peu sur le début de saison des premiers matchs de Marcus Thuram qui s'intègre parfaitement à l'équipe. On le sait très bien, il parle italien, il s'intègre très bien. La Gazzetta parlait aussi qui fait des spécifiques frappes, voilà, des ateliers entre guillemets frappes de finition à l'entraînement pour parfaire sa finition. Et vu ce qu'on a vu contre le Milan, ça a l'air plutôt de porter ses fruits pour le moment. On voit aussi une très bonne relation au collectif où voilà, on sait que c'est un joueur qui aime bouger, qui aime avoir de l'activité. Et justement, Inzaghi utilise cette activité pour pouvoir un peu se mouvoir un peu sur tout le terrain et aller aider ses partenaires dans des zones difficiles. On sent vraiment un Marcus Thuram qui fait un excellent début de saison et c'est vrai que on avait peut-être chacun nos doutes, que ce soit sur le sportif, sur le financier, sur la relation peut-être avec Lautaro aussi. Et pour le moment, c'est vrai que notre scepticisme commence un petit peu à nous quitter, j'ai envie de dire. Ah, Thuram, ouais. Thuram, c'est même. Bon, après, il y a les fans de Thuram. Moi, j'étais pas spécialement fan du joueur. Moi, il m'a bien étonné. Et tu vois que le gars, il est arrivé, il s'est directement. Il s'est intégré au projet du club, en fait. Tu vois, regarde ce que tu disais, il fait des spécifiques pour les frappes, tout ça.
c'est peut-être un truc qu'il faisait pas en Allemagne. Il a peut-être compris que lui, il est peut-être à un moment dans sa carrière où il arrive dans le club, c'est le moment d'aller gagner des trophées. Et il y a même son but en équipe de France qui est arrivé entre ces deux buts avec l'Inter. Donc je pense que Thuram, ouais, il est en train de passer un cap chez nous. Après, ce qui est bien de Thuram, tu disais, il y a beaucoup d'activités, il part sur les côtés et tout ça. Avec Lukaku et Dzeko, on n'avait pas trop ça parce que c'était des joueurs moins mobiles. Là, tu vois que ça, je pense que Lautaro et Thuram, ça sera peut-être même, je pense, au-dessus de Lukaku Lautaro. Parce que c'est vraiment deux profils complètement différents et, ah non, moi, Thuram, je suis en train de devenir fan par contre. J'en suis même étonné, mais ah, si ça devient un vrai tueur devant le but, entre lui et Lautaro, t'auras une 35-40 buts assurés tous les saisons. Bah, je vais emboîter moi sur ce que disait Fédé, notamment sur le profil de Marcus Thuram, mais encore une fois, c'est révélateur de ce qu'est le visage de cette Inter version 2023-2024, parce que, bon, pour commencer, évidemment que Marcus Thuram, on l'attend de voir encore une fois sur la durée, hein, ça peut arriver d'avoir de très bonnes périodes, je lui souhaite tout le bien du monde, en plus, qui plus est pour nous Français, enfin moi personnellement, ça me fait plaisir d'avoir un Français qui performe dans mon club de cœur, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il est arrivé avec pas mal de, moi de mon côté, quelques réticences, pas forcément sur le joueur, mais sur le statut qu'on lui a donné, notamment avec ce salaire pardon, assez haut pour un joueur qui n'a pas forcément confirmé beaucoup avant qu'il arrive. Moi, ça m'a laissé quelques interrogations et il est clair que pour ce début de saison, il a assumé ce rôle et il me fait un peu fermer ma bouche pour rester poli. Mais ce qui est très intéressant, et j'y viens à l'aspect tactique, c'est que beaucoup y ont vu un remplaçant entre guillemets de Lukaku parce que c'est vrai que physiquement, ils ont peut-être des aptitudes assez similaires, mais par contre, dans le jeu, et ça on le savait, c'est pas du tout la même animation avec un Marcus Thuram qu'un Lukaku parce que tu n'as pas ce point de fixation qu'était Lukaku pour aspirer entre guillemets les défenseurs et ouvrir les espaces de l'autre côté. Là, Thuram le fait de façon beaucoup plus différente et c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup, il monopolise pas le jeu d'attaque de l'Inter, à savoir que lui, bah, les espaces, il les crée avec sa mobilité en faisant des appels dans le vide pour ouvrir les espaces, en venant chercher le ballon pour libérer l'espace dans le dos. C'est ce qu'il a fait notamment lors du derby, on l'avait vu 2-3 fois, pardon. Et tout cela, en fait, ce profil de Marcus Thuram s'intègre beaucoup mieux qu'un Lukaku dans ce collectif de l'Inter, pardon, parce que tous les joueurs de l'Inter sont mobiles. Donc quand tu rajoutes un joueur mobile, bah, c'est juste une nouvelle pierre à l'édifice, ce qui permet entre guillemets de brouiller les pistes, si je peux me permettre d'imager ça. Alors qu'un Lukaku, au contraire, tu vois, c'est comme un Immobile à la Lazio, il monopolise plus le jeu offensif de son équipe. Donc je trouve vraiment que cette incorporation de Thuram, encore une fois, je me répète peut-être, mais elle permet aussi à l'Inter bah, d'assumer complètement ce rôle de transition avec beaucoup de mobilité, ce qu'un Lukaku, par exemple, n'était pas forcément capable de faire, alors qu'un Dzeko pouvait le faire, mais il n'avait plus forcément les capacités physiques du fait de son âge. Donc c'est très intéressant, cette incorporation de Thuram qui, il faut dire, en plus fait une très belle saison. Il nous a ponctué d'un but juste splendide. Et d'ailleurs, Gauthier, pour rajouter ce que tu dis, non seulement Thuram par rapport au pivot le fait de manière différente, mais déjà il le fait aussi de manière beaucoup plus sporadique. Moi, j'ai même l'impression des fois que déjà on balance beaucoup moins de ballons. Souvent que sous Lukaku, c'était long ballon de Lodana sur Lukaku et allez hop, tout le bloc remonte. Là, c'est vrai que Thuram le fait moins et il le fait tellement moins que je trouve que même j'ai beaucoup plus d'images de Lautaro en pivot que de Thuram en pivot sur ce début de saison. Et c'est vrai que de toute façon, c'était dit hein, quand Thuram signe. Dzeko l'a même dit un peu dans son interview après une vidéo il y a pas longtemps. Au moment où il prolonge pas, bah, Thuram arrive tout de suite dans la foulée. Donc c'est vrai qu'en fait, il vient plus remplacer Dzeko, même si Thuram c'est un profil quand même plus dense physiquement que Dzeko, athlétiquement on va dire plus fort que Lukaku, parce que de base Lukaku aussi devait revenir juste après Thuram par rapport à ça. Et Fédé, pour revenir aussi sur un autre point par rapport à Marcus Thuram, c'est ce côté indispensable et c'est ce match contre la Real Sociedad parce qu'on a parlé de toutes ces qualités qu'on a vues dans le derby, cette prise de profondeur sur son but où quand même déjà il a une bonne pointe de vitesse mine de rien. Mais contre la Real Sociedad, alors comme j'ai dit un peu dans mon introduction, c'est vrai que le joueur qui l'a remplacé, c'est pas non plus l'attaquant référence des 10 dernières années. Mais au-delà de ça, même si Arnautovic, c'est quand même un joueur un peu, tu vois, aussi dans le style Dzeko, qui aime un peu décrocher, qui aime faire jouer les autres. Dans ce style-là, il ressemble aussi un peu
à Dzeko dans cet aspect. C'est vrai qu'il a fait un mauvais match face à la Real Sociedad, mais c'est parce que on sentait que l'équipe était un peu habituée toujours à avoir du mouvement. On sentait que les Pistons étaient un peu toujours habitués à avoir Thuram proche d'eux, qui pouvait aussi leur faire une remise pour aller les lancer dans la profondeur, que ce soit Carlos Augusto sur le match, mais je parle de Di Marco en général, ou Dumfries. Là, c'est vrai que Fede, on a ressenti aussi ce manque de Thuram en attaque où vu qu'ils ont peu de temps de jeu ensemble entre Lautaro et Arnautovic, eux ne se sont pas trouvés. Les connexions naturelles qu'il y a avec Thuram depuis le début de saison aussi n'ont pas été trouvées, en plus des autres changements dans l'équipe. Et par son absence aussi, du coup, Fede, on a senti que Marcus Thuram est sûrement peut-être indispensable déjà à cette équipe de l'Inter d'Inzaghi. Ben, vu le jeu proposé, Thuram et Lautaro qui décrochent beaucoup, ça brouille beaucoup de pistes. Donc, en fait, les défenseurs, ils doivent toujours être. C'est des joueurs. Quand tu as les deux, Thuram et Lautaro, je pense que c'est beaucoup plus dur à surveiller quand tu es défenseur que d'avoir Lautaro et Arnautovic. Et on l'a vu ça, et même Dumfries sur son côté, on voit déjà qu'il y a une connexion avec Thuram, ils se trouvent assez facilement tous les deux. Et Dumfries, ben, en Ligue des Champions, tant qu'il n'y avait pas de Thuram, on l'a beaucoup moins vu que par rapport au début de saison. Donc voilà, il y a déjà, je vais pas dire qu'il a déjà mis une patte dans l'équipe, mais il va vite se montrer indispensable, je pense. Là, si dans l'esprit d'Inzaghi, il n'est pas titulaire à 100%, je pense que d'ici pas longtemps, ça va le devenir. Après, c'est un gars qui vient d'arriver, donc après, ce qui a aidé aussi, et Thuram, il peut remercier Lukaku, c'est que Lukaku part à la Roma, mine de rien, Thuram, ça lui a ouvert le poste de titulaire avec moins de concurrence, quoi. Il y aurait eu Lukaku à la place d'Arnautovic, je pense que Thuram, on aurait peut-être moins vu que. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a eu sa chance, il a saisi. Donc, non, Thuram, ouais, après, c'est bien, si déjà au bout de 5-6 matchs, il arrive déjà à se montrer indispensable, c'est que bénéfique pour l'équipe. Après, c'est le but. Hein. S'il est venu, on l'a signé, on lui a donné un salaire comme ça. Si c'est que sur le banc, il fait rien, il met pas de but. Voilà, après, on lui a fait confiance. S'il bosse pour et il y arrive, bah, tant mieux. C'est pas nous qui allons nous plaindre que Thuram nous met des buts Mais c'était pas évident dès le début quand il arrive, et franchement, ouais, les sceptiques, il y en avait pas mal sur Thuram quand même. Après, pour surenchérir là-dessus, oui, c'est vrai que le match de la Real Sociedad a permis quand même d'ouvrir les yeux sur la hiérarchie devant. Quand tu vois en plus la complémentarité, qu'elle soit sur et en dehors du terrain entre Lautaro et Lukaku, avec le fait qu'il parle italien, pardon, comme vous l'avez dit, ça aide pas mal. Mais même au niveau des profils, on en a parlé, ils se complémentent l'un et l'autre. Mais je pense aussi qu'il faut voir ça dans l'autre sens. Et ce match contre la Real Sociedad, comme je disais, a été important. Alors oui, il va peut-être se montrer indispensable, mais aussi, il ne faut pas oublier que pour moi, c'est un peu par défaut de base, parce que quand tu regardes derrière, les gars qui ont été recrutés, donc notamment Arnautovic, et j'ai même envie de te dire Alexis Sanchez, même si numériquement, ce n'est pas le vice Thuram, pardon, mais Marcus Thuram, il est aussi le premier, entre guillemets, dans la hiérarchie, parce que les données du mercato ont fait qu'il est arrivé avec cette position, entre guillemets, de leader. Parce qu'Arnautovic, il est là pour le suppléer. Jamais en prenant Arnautovic, je pense que le board Interis se dit on va l'installer en tant que titulaire. C'est vraiment une solution, entre guillemets, limite de secours, parce que le cas Lukaku n'a pas pu être concrétisé. Et petite parenthèse, tant mieux. Tant mieux, on ne va pas se mentir au vu des tarifs qui étaient annoncés. Mais c'est pour ça aussi que je ne veux pas non plus être trop optimiste avec Marcus Thuram. Je le souhaite encore une fois, mais on parle pour l'instant de 5 matchs. Et dans une saison, tu peux avoir. L'Inter va avoir en moyenne une cinquantaine de matchs, selon les résultats dans les différentes coupes européennes et nationales. Donc attendons de voir sur la durée. Mais c'est sûr que ce statut-là de titulaire, pour moi, il va le garder parce qu'encore une fois, derrière, c'est pas comme s'il y avait une concurrence incroyable pour l'international français. On va passer, messieurs, du coup, à tous ces nouveaux joueurs. On va tous les regrouper un peu dans cette même partie, même si on va un peu rapidement parler de chacun d'entre eux, de tous ces nouveaux joueurs qui
ont pris cette place face à la Real Sociedad. Mais on va faire du coup un focus sur deux en particulier, Carlos Augusto et Benjamin Pavard, parce qu'on a parlé globalement d'Asllani, on a parlé globalement d'Arnautovic, donc on va rester sur ces deux nouveaux joueurs qui ont pris une place de titulaire, et peut-être d'ailleurs les deux nouveaux joueurs qui ont fait la meilleure performance, peut-être plus Benjamin Pavard, on va en parler. Gualtiero, on va commencer d'abord par le Brésilien. Et le Brésilien, d'ailleurs, on peut continuer à l'appeler comme ça parce qu'il a refusé l'appel de la sélection italienne pour espérer toujours une sélection avec le Brésil, une sélection qui, je pense, vu le niveau des latérales gauche en ce moment au Brésil, pourrait arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, peut-être pour la Copa América. Il arrive en tant que doublure de Di Marco, entre guillemets, dans le CV pour une 15aine de millions d'euros de Monza. Qui sort d'une très bonne saison, 5 buts, 6 passes décisives du côté de Monza aussi avec Palladino. Et là, du coup, voilà, première titularisation en Ligue des Champions pour faire un peu souffler Di Marco, qui était sorti avec des crampes face au Milan. On a vu une première mi-temps difficile à l'image de l'équipe, hein, et voilà, c'est pas non plus de toute façon, c'est pas ce qu'on attend de lui, mais c'est pas non plus le leader qui te permet de revivifier un peu cette équipe qui était en difficulté. Et en deuxième mi-temps, on a eu cette équipe, on a eu Carlos Augusto qui quand même est remonté un petit peu déjà en jouant en piston gauche, et puis ensuite quand il y a eu l'inversion entre lui et Di Marco, quand Di Marco était rentré central gauche, quand Di Marco est repassé piston et que lui est passé central gauche, il a toujours apporté. Défensivement, il est un peu plus physique, un peu plus grand que Di Marco, donc ça a rassuré aussi. Il a toujours aussi cette pointe de vitesse pour au cas où gérer la profondeur. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de Carlos Augusto, Gualtiero, sur ce match contre la Real Sociedad? Il a fait des bonnes petites entrées par-ci par-là depuis le début de saison. Là, c'est son premier vrai gros match. Qu'est-ce qui t'a insufflé? Bah déjà, avant sa titularisation, enfin quand j'ai appris sa titularisation, c'était peut-être celui qui, parmi ces remplaçants, entre guillemets, qu'on a vu démarrer pour leur premier match, c'était peut-être celui qui me faisait le plus douter parce qu'on parle quand même d'un latéral gauche de Monza, milieu de tableau italien. Alors oui, il a fait une très grande saison, mais là, tu rentres quand même dans le grand bain avec la plus grande des compétitions de clubs au monde face à un adversaire taillé pour te poser des problèmes. Donc forcément, ça pouvait poser question pardon, pour savoir s'il avait cette capacité à s'adapter à ce très grand match. Et c'est vrai qu'on a une prestation, entre guillemets, en deux temps, avec à l'image de l'équipe, j'ai envie de te dire 60 minutes, 65 minutes où il a été vraiment en difficulté, mis à mal par les nombreux débordements et les provocations avec le ballon des joueurs de la Real Sociedad. Sur le côté droit, tu avais notamment Take Kubo, il a plutôt bien tenu le duel, mais on a quand même vu pas mal de sang de la part du japonais, ce qui laisse présager que forcément Carlos Augusto n'était pas forcément le plus prompt à défendre sur l'ailier de la Real Sociedad. Mais après, il s'est plutôt bien repris. L'entrée de Di Marco lui a fait du bien. Et ce qui est assez paradoxal quand tu connais le profil d'un Carlos Augusto qui est plutôt un style de piston entre guillemets moderne, à savoir beaucoup plus offensif, capable de porter le ballon lui tout seul avec des dribbles parfois, qualité technique plutôt propre. Mais quand il a interverti avec Di Marco et qu'il est passé dans la défense à 3, c'est là où je l'ai trouvé le plus intéressant, bizarrement. Alors est-ce que c'était parce qu'il y avait un peu moins de déséquilibre pour l'Inter? Je sais pas. Mais j'ai l'impression que ce passage-là lui a fait beaucoup de bien. Et même après, il a eu plus de facilité à se projeter, à aller apporter le danger avec la supériorité. Bon, l'Inter était beaucoup mieux en fin de match, donc ça peut s'expliquer. Donc écoute, j'ai envie de te dire, on a retrouvé quand même sur quelques extraits le Carlos Augusto qu'on a vu sur ses quelques entrées en Serie A. Après, on a aussi vu quelques limites. Et l'apprentissage du foot européen aussi, ça se fait pas forcément en 2 minutes. Donc, encore une fois, il faut laisser du temps. On n'est qu'au début de saison, mais il y a quand même des prémices de voir quelque chose d'intéressant pour quelqu'un qui est dans la hiérarchie, je le rappelle, le remplaçant d'un Di Marco qui, lui, est indéboulonnable à ce poste. Donc, il ne faut pas oublier ça non plus. On a vu la différence entre le titulaire Di Marco et Carlos Augusto, qui est son remplaçant, quoi. Quand ils ont interverti piston gauche, il n'y a pas mieux que Di Marco. Mais ouais, comme tu disais, son entrée en défense, moi, elle m'a bien surpris parce que quand j'avais été un peu me renseigner sur lui, c'était quand même un mec qui avait marqué pas mal de buts, des passes décisives, donc je le trouvais plus offensif que ça. Et au final, c'est même une solution au cas où, en défenseur gauche, si un jour il y a vraiment un pépin, des suspendus, des blessés, on ne sait jamais.
il m'a pas forcément déçu. Voilà, si on devait faire quelque chose de concluant, je pense qu'il a été en difficulté aussi à l'image de l'équipe. Je pense que c'est un joueur de collectif qui, comme tous les joueurs de l'Inter d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, le collectif va primer sur les qualités individuelles. Si l'équipe est en difficulté, je pense pas que ça soit le genre de joueur qui arrive à se révéler tout seul et à se mettre en avant, du moins maintenant, dans sa progression, parce qu'il passe quand même en passant de Monza à l'Inter. Il bouge pas beaucoup au niveau géographique. Par contre, au niveau de l'attente, de la pression et de l'ampleur des matchs, forcément, on passe du coq à l'âne, entre guillemets. Donc, à voir encore une fois sur la durée. On va passer du coup à notre ami Benji L'interista, qui du coup a fait sa première titularisation contre la Sociedad. C'est vrai qu'il sort quand même d'un vrai bon match, plusieurs interceptions, plusieurs récupérations, solide au duel, plutôt pas mal à la relance. On a vu quelques échantillons que j'espère voir développer au fur et à mesure de la saison. D'ailleurs, peut-être que déjà contre Empoli, il pourra refaire ça, il pourra se refaire une place de titulaire lors du déplacement dimanche. Fédé, toi, par rapport à ce premier match de Pavard, on l'attendait quand même depuis un moment. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas eu sa chance contre la Fiorentina, trop juste physiquement. Il n'a pas joué, entre guillemets, aussi dans le derby aussi titulaire, je pense par souci d'automatisme, où voilà, c'était quand même un match compliqué. Là, voilà, match pour Pavard, titulaire contre la Real Sociedad et comme on l'avait dit un peu tout à l'heure, Fede, c'est peut-être celui qui a le moins sombré et c'est même au-delà d'être le moins pire, parce que souvent j'ai entendu beaucoup de cette expression pour Benjamin Pavard. Moi je trouve que c'est peut-être même le joueur qui a fait c'est l'un des meilleurs joueurs sur la pelouse, Il tout était joueur solide, confondu. hein. Voilà, tout joueur confondu côté Inter, parce que moi, si tu me dis de sortir trois mecs aujourd'hui, je te sors Sommer, je te sors Pavard, et je te sors Lautaro, tu vois, sans ordre précis, même si Sommer, pour moi, je le mets quand même numéro un. Mais voilà, qu'est-ce que tu en as pensé un peu de notre Frenchman? Bah, c'est surtout que, pareil, que le contexte, il n'était pas non plus super favorable pour débuter en déplacement, Ligue des Champions, c'est la première journée. Non, la prestation de Pavard, elle a été plus que bonne même. Pour une première. Après, je pense qu'il n'y a pas joué, il n'est pas rentré, il n'y a pas joué au derby parce que Acerbi, qui n'avait pas encore joué, il était titulaire. Donc, mais ouais, non, pas. Je pense que déjà Pavard, on sait tous que c'est pas un latéral droit, malgré que Deschamps, il force avec ça depuis des années. Il est bien plus à l'aise dans une défense à 3. Et non, de toute façon, Pavard, je pense qu'il va être titulaire dimanche contre Empoli. Il va enchaîner. Il a fait une bonne entrée, maintenant il faut qu'il enchaîne contre Empoli. C'est d'ailleurs Et les dernières nouvelles. Hein. C'est ouais, les puis dernières nouvelles peut-être, au moment on où on verra enregistre. peut-être, parce que là, on verra peut-être un peu plus sa qualité de relance, parce que là, contre la Sociedad, ça a été plus un travail défensif qu'il n'a pas pu apporter défensivement, ils n'ont pas apporté grand-chose des défenseurs, donc je pense contre Empoli, on aura une idée un peu. Il a été solide dans un match compliqué, donc logiquement, contre Empoli, il doit faire un bon match aussi. Mais Pavard, s'il enchaîne et que ça. Je pense que voilà, maintenant on est parti pour Pavard qui prend la place de titulaire définitive à droite. De toute façon, c'est le but du recrutement, que ce soit lui le titulaire. Ouais, maintenant il faut qu'il enchaîne en fait. On va l'attendre sur la régularité. Après, C'est moi, vrai. Pavard qui met. Je lui demande pas de marquer 5 buts par saison, quoi. C'est pas là qu'on l'attend. Ça reste un défenseur, quoi. Mais s'il nous sort des prestations solides comme là, mercredi, il n'y aura rien à dire de Pavard. C'est vrai qu'il a été intéressant. Ça a été l'un des meilleurs quand tu reprends son contexte d'entrée dans l'équipe. Voilà, c'est son premier match, vraiment ses premières minutes, même parce qu'on l'a pas vu du tout sur le terrain depuis son arrivée. Dans un match bourbier, entre guillemets, du moins difficile avant ce match face à une équipe qui va te rentrer dedans. Ça a été le cas, très justement. On l'a beaucoup vu du coup défensivement, et c'est vrai qu'il a été intéressant. Il a gagné beaucoup de duels de la tête. Je crois que ça a été le joueur qui a le plus gagné de duels aériens. Donc sur cette solidité défensive, j'ai pas forcément de doute. Quand il joue à un poste beaucoup plus approprié à son profil, comme l'a dit Fede, c'est pas du tout un latéral, et il avait beaucoup joué à ce poste-là du côté du Bayern de l'équipe de France ces dernières années. Donc là, ça lui a permis, je pense aussi, de retrouver
une certaine stabilité, une certaine entre guillemets reconnaissance du poste, même s'il jouait plutôt axial dans une défense à 4 à l'époque vraiment à Stuttgart, si je dis pas de bêtises. Bon, je suis pas trop connaissant de la Bundesliga, mais j'attends de le voir encore du coup dans le registre un peu plus offensif, même si on a eu quelques prémices, notamment dans sa capacité du coup à porter le danger dans la surface adverse pour créer le surnombre. C'est notamment lui sur le but qui récupère duel de la tête aux abords de la surface et ça enchaîne avec la frappe de Fratesi qui finit pour Lautaro. Donc il montre quand même que c'est le genre de joueur qui, je pense, va permettre de faire ce que Bastoni fait de l'autre côté, à savoir pas forcément un joueur qui va rester avec De Vrij derrière juste pour faire la première relance avec le ballon, mais plutôt quelqu'un qui va apporter le surnom pour créer le décalage et pourquoi pas permettre des centres à côté de lui pour Dumfries ou revenir à l'intérieur avec plus d'espace pour les deux attaquants. Donc je pense que même dans l'animation offensive, j'ai vu quelques extraits, puisqu'on n'a pas eu l'Inter n'a pas été très entreprenante offensivement, mais j'ai vu quelques extraits et quelques signes qui me laissent penser que Pavard, dans cette animation offensive de l'Inter, à l'image de tous les autres joueurs dans le collectif, ça va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et d'ailleurs, mine de rien, j'étais en train de me dire, mais on parle souvent des équipes comme l'Atalanta, ou même d'autres types d'équipes, Leipzig et autres, qui valorisent. Alors, c'est vrai qu'eux, ils sont plus dans la valorisation de jeunes joueurs, mais mine de rien, quand l'Inter a acheté un joueur cher ces dernières années, exception Correa, il n'y a pas eu non plus tellement de flops. Tu vois, l'Inter arrive toujours à intégrer ses joueurs, et puis on a le théorème depuis quelques années où à chaque fois que les joueurs partent, bon, ça c'est pas synonyme de succès pour leur carrière, comme on a pu le voir récemment. Hakimi, c'est compliqué au PSG, même si là c'est un peu mieux. Skriniar qui commence mal, Onana, j'en parle pas pour le moment. Lukaku qui est revenu. Donc c'est vrai qu'on sent qu'à l'Inter, ils ont un contexte favorable au-delà ils ont un contexte d'épanouissement, mais même tactiquement, on sent qu'il y a un bon contexte. Donc moi, Pavard, je me fais pas trop de soucis. J'attends juste que physiquement, d'ailleurs, c'est même pas un joueur qui se pète beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est juste une question d'automatisme et de temps, un peu comme Thuram, le temps de s'y intégrer et hâte de le revoir contre Empoli. On va finir du coup sur ça, messieurs. Merci du coup pour ce podcast. Voilà, une petite heure dépassée. Bon, voilà, rien de vraiment trop grave non plus. Je vous rappelle encore une fois de bien vous abonner sur la chaîne YouTube, la chaîne Spotify, les 5 étoiles sur Spotify, le like aussi sur YouTube et aussi des commentaires pour que on puisse continuer de dialoguer et puis pour améliorer évidemment le référencement de la chaîne. Merci Gualchiro, merci Fede pour ce podcast et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Ciao à tous. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!